Bonjour à tous. Merci pour votre participation. On est très content que ce webinaire sur la CSRD et surtout la façon dont vous pouvez accompagner vos participations vous intéresse. On est content que ça vous passionne. Exactement. Donc, on ne vous voit pas, on ne sait pas tous qui vous êtes, mais on suppose que vous travaillez dans des fonds d'investissement et que vous vous interrogez de savoir quel va être l'impact, quel est l'intérêt de travailler sur la CSRD, comment est-ce que vous pouvez vraiment accompagner vos investissements, donc les entreprises dans lesquelles vous investissez, à mettre en place la CSRD. Donc, évidemment, vous êtes au bon endroit dans ce webinaire si vous travaillez soit dans un fonds d'investissement, dans un fonds de dette, dans une banque, chez un institutionnel investisseur, ou bien, évidemment, si vous êtes corporate vous-même, vous travaillez dans une entreprise, ou encore si vous accompagnez des entreprises en tant que conseil sur la CSRD. Donc aujourd'hui, Jean-Benoît et moi, on est à votre disposition pour vous donner nos principaux messages sur le sujet, mais aussi pour répondre à vos questions. Donc je vais me présenter rapidement. Anne-Sophie Chelbaya, je suis donc cofondatrice de Moonshot. Moonshot, c'est une société de conseil et de formation en finance durable. Donc, on accompagne beaucoup l'industrie financière et des corporates dans l'intégration du nouveau cadre réglementaire finance durable. J'étais anciennement gérante de fonds, donc je connais bien l'investissement et les PME et les ETI. Et puis, notre focus chez Moonshot, c'est je le disais, toute la réglementation, mais surtout l'implémentation concrète de la réglementation finance durable dans les entreprises, dont la CSRD. Voilà, et donc nous, qu'est-ce qu'on fait sur la CSRD? On accompagne certaines sociétés de gestion, on accompagne certains corporates. On fait trois choses, hein. Soit on les accompagne dans le full de la CSRD, donc vraiment la mise en place du reporting. Soit on organise des ateliers tous les 15 jours où on accompagne, on va dire, l'équipe cœur, en tout cas, parce que habituellement chez nos clients, on a aussi des clients qui sont évidemment des experts du sujet. Et donc, ils ont déjà des équipes, mais nous, on va dire qu'on les accompagne, on vérifie leur travail, on leur pose des questions régulièrement. Et puis ensuite, on fait aussi des formations digitales sur la CSRD. Donc, ce qu'on vous propose pour animer ce webinaire, c'est de vous donner notre checklist pour accompagner vos participations. Et c'est comme ça, on va répondre en fait à cette checklist au cours du webinaire. Voilà, donc les points qui nous semblent le plus importants, hein, si vous voulez accompagner vos participations, c'est le point numéro 1, c'est de savoir expliquer simplement ce qu'est la CSRD. Ce que nous, on se rend compte avec nos clients, c'est que finalement, les corporates, leurs participations sont extrêmement loin de ces sujets-là. Il y en a beaucoup même qui sont, on va dire, réfractaires. Et donc, quand on commence à leur expliquer, on va dire, d'une manière trop spécialiste, ça les braque assez rapidement. Donc, ça va leur expliquer simplement, c'est le premier point dont on va parler. Ensuite, c'est savoir, vous allez devoir identifier, déterminer si le rapport CSRD est un enjeu stratégique pour vos participations ou pas, parce que de la même façon, ça ne sert à rien de leur demander trop d'informations si par définition, ce n'est pas stratégique pour elles. Donc, on va vous expliquer comment on peut faire ça. Ensuite, identifier quand vos participations, en fonction de cet enjeu, doivent véritablement commencer à travailler sur la CSRD. Quatrième point, être capable de les guider à déterminer finalement les équipes à impliquer, le budget de temps et le budget coût. Et enfin, leur demander une feuille de route. En tout cas, si vous voulez vraiment les accompagner et les suivre dans ce travail, vous pouvez leur demander leur feuille de route pour voir un petit peu comment elles ont prévu de développer cela. Donc, on va commencer par le premier point, savoir expliquer ce que c'est que la CSRD. Donc, la CSRD, pour tout le monde, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est une directive européenne sur le reporting extra-financier des entreprises. Donc, extra-financier, ça veut dire environnemental, social et relatif à la gouvernance. Ce qui est important de savoir sur la CSRD et ce que vous pouvez partager avec vos participations, c'est que c'est un énorme chamboulement à l'échelle des entreprises dans l'Union européenne, puisque à terme, horizon 2028, ça concernera 50 000 entreprises dans l'Union européenne, soit 4 fois plus que les entreprises qui sont aujourd'hui concernées par un reporting extra-financier.
Et en France, ça représentera 7000 entreprises, soit 2 fois plus d'entreprises qu'aujourd'hui. Donc, ça va devenir un sujet vraiment assez mainstream, c'est-à-dire que reporter sur les impacts, les risques, les opportunités en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ça va devenir globalement normal dans l'Union européenne dans les prochaines années, comme aujourd'hui, c'est normal de parler de chiffre d'affaires, d'EBITDA, de résultats nets, etc. Donc ça, c'est le premier point, je pense qu'il faut bien avoir en tête, c'est un vrai virage. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est que cette CSRD? Eh bien, c'est une loi, tout simplement, hein, qui demande des informations ESG, mais d'une manière très particulière. Pourquoi particulière? Parce que les informations qui sont demandées, elles sont très détaillées et elles sont très standardisées. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est vraiment que l'information soit comparable entre toutes les entreprises et que tout le monde parle le même langage. C'est aujourd'hui pas le cas. Donc détaillé et standardisé. Deuxième chose, on demande aux entreprises pour reporter cette information de suivre une méthodologie, une méthode, des étapes qui sont très normées. Et ça, on va vous l'expliquer. Et ça, c'est une vraie nouveauté et c'est pas facile à comprendre au début. On va vous montrer qu'en réalité, c'est pas si compliqué, mais ça peut créer une espèce de barrière à l'entrée. Et puis, troisième chose, la CSRD, ça demande globalement à toutes les entreprises qui sont soumises, et même celles qui ne sont pas soumises, on va vous l'expliquer, d'avoir une stratégie en matière ESG. Je pense que déjà, si vous retenez ça, des informations détaillées, en suivant une méthodologie qui est standardisée sur votre stratégie ESG, bah déjà, c'est pas mal. C'est une bonne façon d'expliquer. Alors ensuite, pourquoi est-ce que la CSRD fait peur? Pourquoi est-ce qu'en gros, on ne comprend rien, hein? Enfin, je veux dire, on ne comprend pas très bien, en tout cas, la première fois qu'on lit la CSRD, bah, c'est parce que c'est un document qui est rédigé en langage extrêmement administratif, donc très peu business, avec des mots comprends pas, hein, genre IRO, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Exigence de publication, enfin, vous avez des tonnes de nouveaux mots sur 277 pages, donc ça, c'est pas évident. Et puis, au terme de ces 277 pages, en fait, on recense 1200 indicateurs. Donc, de l'extérieur, on pourrait penser que, finalement, une entreprise, maintenant, elle va devoir reporter, plus de 1000 indicateurs tous les ans. On va vous expliquer que c'est pas le cas, mais c'est la raison pour laquelle notamment, en fait, la mise en place de la CSRD, elle peut représenter des coûts qui sont monstrueux à l'échelle d'entreprise et qui sont pas nécessairement justifiés. Donc là, on a repris un petit paragraphe d'un rapport du Sénat qui est paru, il y a quelques mois, en 2024, sur justement, l'implémentation de la CSRD dans les entreprises et qui dit, hein, que selon, différentes, analyses menées à l'échelle de l'Union européenne, peu importe, le coût moyen, pour l'entreprise, mettre en place la directive CSRD, ce serait entre 40 000 et 320 000 €, rien que pour mettre en place la CSRD et puis ensuite, les coûts d'audit, eux, pourraient, s'élever jusqu'à 500 000 €. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la CSRD aujourd'hui, c'est un document qui est assez difficile à comprendre, de premier abord et donc vous avez, aujourd'hui beaucoup de prestataires qui se mettent autour et qui peuvent, je vous le dis parce que si on vous explique, de manière très compliquée la CSRD, posez-vous des questions, soyez critiques parce que justement on va vous montrer que c'est pas si compliqué, à faire. En tout cas, les premières années. La loi demande à ce qu'il soit extrêmement, standardisé. Donc vous devez respecter, des publications spéciales, enfin une façon de présenter les choses qui est spéciale. Donc en général, on a l'habitude de présenter, la CSRD comme étant un rapport structuré en 4 parties, qui sont là sur la slide, hein. Donc la stratégie, le business model et la gouvernance de l'entreprise. Deuxième partie sur l'environnement, troisième partie sur le social, quatrième partie sur la gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Et j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre avec ça, avec ces parties-là. Donc, je voulais vous proposer une autre façon de voir les choses. La CSRD, c'est un rapport qui vous dit analyse entreprise, analyse tes enjeux ESG. D'accord? C'est la première chose à faire. Quels sont tes impacts sur l'environnement, le social, etc. Quels sont tes risques financiers et quelles sont les opportunités? C'est la première chose. Fais une analyse. Deuxième chose, en fonction du résultat de cette analyse, tu dois avoir une stratégie suffisamment robuste pour gérer les enjeux que tu auras identifiés lors de l'analyse.
Troisième chose, tu dois avoir une méthode, enfin une gouvernance pour justement diriger cette stratégie et superviser la stratégie. Et donc, quatrième point, très logiquement, il faut que cette stratégie soit évaluée. Donc, la CSRD, finalement, c'est vraiment ça. Analyser les enjeux, avoir une stratégie pour les gérer, une gouvernance pour la diriger et enfin, évaluer la mise en place de cette stratégie. Et donc, en fait, quand on a ça en tête et qu'on le met en regard de ce que demande formellement la CSRD, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il y a ces 4 piliers dans la CSRD. Jean-Benoît, tu voulais ajouter un truc? Non, c'est bon. Alors, ensuite, autre point, je pense, qui est important pour vous, c'est le fait qu'il y a un certain nombre, même beaucoup d'informations qui vont être échelonnées dans le temps. Travailler sur la CSRD, c'est aussi savoir gérer les priorités. Et donc, c'est pour ça que sur le côté, on a mis des pastilles avec des pourcentages. En gros, c'est une espèce d'indication sur les priorités à mettre dans le premier rapport CSRD. Aujourd'hui, si l'entreprise a du mal à formaliser une stratégie, avoir des indications sur la gouvernance générale et RSE de l'entreprise, c'est compliqué. D'un point de vue image, d'un point de vue réputationnel, d'un point de vue des attentes générales qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que cette partie-là, elle est obligatoire dans le rapport CSRD pour toutes les entreprises. Le deuxième pilier a trait à l'environnement, où vous avez plein de sous-thématiques. Et là, vous avez une seule thématique aujourd'hui qui est quasiment obligatoire, c'est celle qui a trait au climat. Et donc, vous pouvez vous dire, si vous êtes dans une logique premier rapport B-, en gros, je fais ce que je peux faire, je fais les choses prioritaires, et ben, il va falloir travailler sur le climat, c'est aujourd'hui indispensable. Donc, c'est pour ça que là, sur le pilier environnement, vous pouvez vous dire, OK, je suis à 30% de tout ce que potentiellement je pourrais faire et ce sera accepté les premières années. Sur le social, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais si vous voulez, vous avez pareil des éléments qui sont indispensables sur les employés de l'entreprise qu'il faut traiter. Et puis après, vous avez plein de choses que vous pouvez différer dans le temps et traiter de manière progressive. C'est pour ça qu'on met 30% et c'est des ordres de grandeur évidemment. Puis enfin, gouvernance, gouvernance éthique des affaires, ça c'est des sujets qui légalement sont obligatoires. Donc de toute façon, il faut traiter en très grande majorité. Voilà ce que je voulais dire sur la CSRD. Et donc pour conclure, la CSRD, c'est un rapport qui est très structuré, mais gardez en tête que finalement, faire la CSRD, c'est aussi prioriser les enjeux et être capable de justifier la priorisation que vous faites. Mais en tout cas, ça demande de s'interroger sur quel est l'impact de l'entreprise et qu'est-ce que je traite en premier comme impact et ensuite je reporte. Oui, tout à fait. Après, la CSRD, au final, hein, c'est vraiment un rapport, mais c'est un petit peu comme la SFDR auquel vous êtes tous confrontés et que vous connaissez, à mon avis, très bien. C'est-à-dire que, comme la SFDR, la CSRD vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas encore vraiment réfléchi ou vous n'avez pas vraiment formalisé. La SFDR, on va vous demander quelle est ta politique de gestion de la durabilité, comment tu gères tes risques climatiques. Tout ça, il y a 2 ans, c'était pas vraiment pris en compte, ou en tout cas, les sociétés de gestion n'avaient pas encore vraiment répondu à ces questions-là. La CSRD, ça va être exactement la même chose. Ça peut être juste fait comme un rapport article 29, le minimum, comme ça peut être fait très bien, mais quoi qu'il arrive, il va falloir que vos participations répondent à des questions. Et comme on va le montrer dans cette partie, sur est-ce que c'est un enjeu pour les sociétés ou pas, il y a certaines sociétés pour lesquelles il va vraiment falloir se poser des questions et vraiment montrer aux parties prenantes qu'elles ont vraiment réfléchi et qu'elles intègrent la durabilité dans leur business model. Si vous prenez des entreprises qui clament haut et fort qu'elles sont durables ou qu'elles font beaucoup d'efforts, eh bien là, une façon très simple pour les parties prenantes, pour les clients, pour les investisseurs ou pour les fournisseurs, d'aller vérifier si effectivement il y a des choses qui sont mises en place. Et donc c'est ce dont on va vous parler ici, c'est une fois que vous avez expliqué simplement ce que c'est que la CSRD, un reporting extra-financier, comment vous pouvez identifier les sociétés dans vos portefeuilles pour lesquelles c'est un vrai enjeu. Et donc du coup, allez les voir et leur dire, bah, par rapport à ton business model, il faut vraiment que tu réfléchisses à ce rapport. Pour ça, vous pouvez vous dire que globalement, il y a 3 enjeux qui sont liés à la CSRD. Un, c'est une conformité réglementaire, puisque c'est une obligation légale que de réaliser ce rapport. La deuxième chose, ce sont les clients des entreprises. C'est-à-dire que si vous avez
en portefeuille des PME ou des ETI qui travaillent pour des entreprises, des grandes entreprises qui sont d'ores et déjà soumises à la CSRD, ces grandes entreprises, elles ont besoin d'informations sur leur chaîne de valeur. Et donc, elles vont nécessairement interroger les PME et les ETI qui travaillent avec elles. Et elles envoient déjà des questionnaires d'ailleurs. Et donc, un intérêt pour une PME, ça peut être seulement de savoir ce qu'est la CSRD pour pouvoir répondre correctement à son donneur d'ordre, et puis éventuellement de préparer quelques indicateurs qui vont être nécessaires au donneur d'ordre. Et puis enfin, troisième enjeu important pour une entreprise, c'est évidemment les investisseurs que vous êtes qui leur demandent des informations et pour lesquelles elles doivent avoir une réponse. Et donc, ce qui est important, si on continue sur le fait que il faut, vous, je pense qu'une grosse partie de votre travail, finalement, c'est d'accompagner les entreprises dans l'évaluation de l'enjeu. Est-ce que c'est un enjeu qui est fort pour la PME de mettre en place la CSRD? Est-ce que c'est un enjeu moyen ou est-ce que c'est un enjeu faible? Et pour ça, vous pouvez vous dire, OK, régulateur, finalement, l'enjeu, il n'est pas énorme, c'est juste une histoire de conformité réglementaire. En revanche, pour les clients, c'est un vrai sujet parce que c'est une boîte qui travaille avec des grosses boîtes, qui a des appels d'offres, etc., et qui reçoit des questionnaires. Et puis, investisseur, elle est souvent en levée de fonds ou elle lève de la dette, etc. Donc là, avec ces trois catégories d'enjeux, vous pouvez essayer d'apprécier finalement le degré d'enjeu stratégique pour l'entreprise. Et en fonction du degré d'enjeu stratégique, vous n'allez pas produire le même travail. En tant que financier que vous êtes, je pense que vous avez bien conscience du sujet réglementaire et du sujet investisseur. Mais peut-être que certains d'entre vous sont peut-être un petit peu plus loin du quotidien des entrepreneurs ou des grosses PME. Mais sachez qu'en fait, elles reçoivent évidemment de vous des questionnaires ESG, mais elles reçoivent aussi beaucoup de questionnaires ESG ou CSRD aujourd'hui de la part de leurs clients. C'est-à-dire que si vous êtes Tesla, en fait, ou si vous êtes n'importe quel groupe automobile, vous envoyez, ou groupe industriel, ils envoient déjà des milliers de questionnaires à leurs clients pour savoir comment ils prennent le climat, comment ils prennent la biodiversité, comment ils prennent les droits humains dans leur chaîne de valeur. Et aujourd'hui, souvent, nous, les entrepreneurs ou les directeurs qu'on rencontre qui entendent parler de la CSRD, ils l'entendent souvent parler la première fois de leurs clients et pas forcément de leur compliance officer ou d'un point de vue réglementaire. Voilà, exactement. Bon, alors, du coup, vous savez expliquer, ou alors vous allez apprendre à expliquer simplement la CSRD à vos participations. Vous allez mapper en quelque sorte, en fonction de la connaissance de vos boîtes, à savoir si c'est un enjeu réglementaire, un enjeu stratégique pour les clients ou un enjeu stratégique pour les investisseurs. Et ensuite, le grand sujet, c'est de savoir quand, si jamais elles doivent se mettre à travailler, quand est-ce qu'elles doivent se mettre à travailler sur le rapport CSRD. Voilà, donc c'est le calendrier. On va vous parler du calendrier officiel, mais on va aussi revenir sur le calendrier qu'on appelle calendrier business pour les PME. Donc, première chose, le calendrier officiel. La CSRD, elle s'applique d'abord aux grandes entreprises cotées qui ont plus de 500 employés qui ont soit un bilan supérieur à 50 millions, soit un chiffre d'affaires supérieur à 25 millions d'euros. Donc ça, c'est évidemment énormément d'entreprises. Et c'est pour 2025. Donc en mars 2025, on va avoir les premiers rapports CSRD de ces entreprises. Et puis l'année d'après, ça concerne les ETI non cotés. Donc c'est des entreprises qui cochent 2 des 3 critères que vous voyez, c'est-à-dire 250 employés, 50 millions de bilan ou 25 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'en fait, ça va très très vite d'être soumis à la CSRD dès 2026. Et habituellement, hein, en tout cas, là, on est plutôt à accompagner, ou en tout cas à vous aider à accompagner ces sociétés-là, parce que toutes les grandes entreprises cotées ont déjà des équipes qui travaillent dessus depuis plus de 10 mois. Et celles-là, elles sont clairement en train de travailler dessus. Alors que les entreprises ETI non cotées qui vont reporter en 2026, ce qu'on entend très souvent, c'est de dire, attends, 2026, détends-toi, j'ai encore pratiquement 2 ans. Donc, j'ai vraiment le temps de regarder ça. Et on va vous expliquer pourquoi c'est important de se mettre à travailler et de commencer à réfléchir dès maintenant, même pour un reporting 2026. Voilà. Ensuite, les prochaines concernées, c'est les PME qui sont cotées.
Et puis enfin, 2028, ce sont les filiales de sociétés qui génèrent du chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Voilà, donc ça, c'est le calendrier officiel. Maintenant, je voudrais vous parler du calendrier business qui est, je pense, beaucoup plus important. En gros, aujourd'hui, on vous a dit, hein, donc mars prochain, mars 2025, les grands groupes reportent sur la CSRD. Donc aujourd'hui, en 2024, ils sont évidemment en train de compiler tous les indicateurs sur l'exercice 2024 qui vont donc publier dans 9 mois. Et pour ça, ils interrogent, comme on vous le disait, toute leur chaîne de valeur, dont, par exemple, des ETI, qui, elles, ne seront soumises qu'en 2026. Mais ces ETI-là, elles sont d'ores et déjà interrogées par les grands groupes qui publient en 2025. Et puis, quand les ETI vont devoir reporter en 2026, elles, ce qu'elles vont faire, c'est évidemment, elles vont interroger leur chaîne de valeur et elles vont aller jusqu'à des entreprises qui sont de taille plus petite, donc potentiellement des PME non cotées, qui, elles, vous l'avez vu dans le calendrier officiel, ne sont pas soumises à la CSRD, puisque je vous rappelle qu'en 2027, ce sont juste les PME cotées. D'accord? Mais en fait, une PME non cotée qui travaille pour une ETI, elle est soumise à la CSRD au plus tard en 2025, en fait, parce que l'ETI qui publie en 2026 prépare son rapport CSRD en 2025. Oui, et quand on dit soumise, c'est-à-dire qu'elle va devoir réfléchir à être capable de répondre à son client sur des sujets très précis. On travaille avec des sociétés, par exemple, qui vendent des produits qu'on met dans des voitures, par exemple. Et donc, on leur demande très clairement pour ce produit, évidemment, quel est le bilan carbone, mais aussi quel est le bilan d'un point de vue social, quel est le bilan d'un point de vue biodiversité. Et là, les PME, elles sont là, mais qu'est-ce que je peux raconter sur la biodiversité de mon petit scratch que je mets dans la voiture? Mais ça n'empêche qu'elles doivent quand même réfléchir à ça. Exactement. Voilà, et puis évidemment, vous avez des grands groupes qui peuvent aussi travailler avec des PME non cotées et donc qui vont leur demander des informations. Et donc rien que pour l'image de marque, la relation d'affaires de la PME non cotée, c'est un sujet. Et puis pour les ETI qui, elles, sont soumises dès 2026, bon, bah, là, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut travailler maintenant sur le sujet. Donc voilà, donc finalement, en fait, la CSRD, ça a beau concerner dans le calendrier officiel aujourd'hui que ces grandes entreprises, alors c'est évidemment le cas. Il ne faut pas oublier aussi toutes les entreprises qui sont sous les seuils, mais qui sont en relation d'affaires avec ces entreprises-là. Quatrième étape de notre checklist. C'est être capable de les guider à déterminer quelque part les équipes qui vont devoir être impliquées en interne, le budget de temps et le coût en euros. Et donc, pour ça, on va vous présenter finalement les points clés au départ que les sociétés, que vos participations doivent être capables de se poser. Donc, Anne-Sophie l'a déjà précisé, mais je renfonce le clou un petit peu. La CSRD, en fait, vous demande de suivre une méthodologie très précise. C'est-à-dire elle ne demande pas à vos participations juste de déterminer quelles sont les thématiques importantes sur l'environnement, le climat et l'environnement, le social et la gouvernance. Elle demande cette question, mais en suivant des étapes qui sont très précises. Et non seulement elle va décrire les étapes, mais ensuite, la société va devoir décrire comment elle a suivi ces étapes et quelles ont été peut-être les problématiques à suivre ces étapes, c'est-à-dire là, les questions auxquelles il faut répondre dans le rapport, hein, c'est qui a participé à identifier les enjeux importants, donc quelle partie prenante, quelles ont été les personnes qui ont été interrogées, quelles sont les questions qui ont été posées, quelles sont les réponses qui ont été données, qu'est-ce que vous avez fait des réponses, en fonction de quel seuil. Donc, vous devez vraiment expliquer, vos participations doivent vraiment expliquer la méthodologie qu'elles ont suivie. Et donc, justement, qu'est-ce qu'elles doivent suivre comme méthodologie? En fait, il y a 5 étapes absolument nécessaires, on va dire les 5 premières étapes de la CSRD. La première étape, c'est cartographier la chaîne de valeur. Et donc là, à chaque fois, ce que je vous propose de faire, c'est que pour chaque étape, on a pris un exemple, l'exemple de la société Legrand. La société Legrand, ils font, pour être pour simplifier, j'espère qu'il n'y a personne de chez Legrand ici, ils font des interrupteurs, ils font des choses à mettre à l'intérieur des bâtiments, d'accord? Et donc, eux, ils ont publié en amont, quelque part, des briques
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment fait un rapport. Mais il y a de temps en temps des choses qui vont clairement pouvoir récupérer pour leur rapport CSRD de l'année prochaine. Et donc, ils ont mis ça dans leur document d'enregistrement et il y en a plusieurs qui le font. On a mis une slide avec deux autres exemples pour ceux qui veulent voir des exemples de boîtes qui ont commencé à publier des choses sur la CSRD. Donc, premier point, il va falloir cartographier la chaîne de valeur. Donc là, regardez, c'est exactement ce qu'a fait Legrand. Donc c'est tout bête, hein. Ils ont dit, moi, avec mes interrupteurs, j'ai des matières premières. Ensuite, je les transporte, je les produis, enfin, je les conçois, exactement, je transporte la matière première, je conçois mon interrupteur. Ensuite, j'envoie mon interrupteur sur un lieu de vente et de distribution. Ensuite, il y a l'usage de cet interrupteur et il y a la fin de vie de l'interrupteur. Extrêmement simplifié, mais c'est exactement ce qu'il y a dans le rapport. Ensuite, la deuxième, une fois que vos participations ont cartographié leur chaîne de valeur, ils doivent identifier les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Legrand. Ils reprennent la chaîne de valeur et ils se sont dit, dans les matières premières, j'ai mes fournisseurs, mes communautés locales. Dans mes points de vente, j'ai mes distributeurs, mais j'ai aussi mes installateurs électriques ou mes data centers. Et dans la phase d'utilisation des produits, j'ai aussi mes réparateurs. Donc, tout ça, ça va être la chaîne de valeur, les parties prenantes de Legrand dans la vente de leurs interrupteurs. Une fois qu'ils ont identifié leurs parties prenantes, on va leur dire, bon ben, ils vont devoir les interroger, ces parties prenantes, pour identifier quels sont les points importants pour Legrand. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas à Legrand de déterminer quels sont les enjeux importants. Ce n'est pas à vos participations de déterminer elles-mêmes leurs enjeux importants, c'est leurs parties prenantes qui doivent les déterminer pour elles. Et ça, c'est une méthodologie, c'est la méthodologie à suivre. Nous, on aime bien prendre l'exemple, vos participations ne peuvent pas brainstormer pendant un après-midi dans un bureau et dire, bon ben voilà, c'est bon, les enjeux environnementaux, c'est ça, les enjeux sociaux, c'est ça, et les enjeux de gouvernement en lien avec la gouvernance, c'est ça. Mais il faut qu'il y ait une preuve. Et donc, soit c'est l'interrogation des parties prenantes, les questionnaires, mais ça peut être aussi des benchmarks, etc., des études. Mais en tout cas, ça ne peut pas être décidé unilatéralement par l'entreprise. Et donc, habituellement, les entreprises envoient des questionnaires. Mais évidemment, vous n'allez pas envoyer un questionnaire, par exemple, à vos salariés sur peut-être les droits humains. Ça ne va pas forcément être le même questionnaire que les personnes qui sont tout au bout de la chaîne de valeur. Donc, vous-même, avant de faire vos questionnaires, vous devez quand même réfléchir un petit peu, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, par rapport à quelles sont les questions que vous allez poser à vos parties prenantes par rapport aux enjeux sur lesquels elles ont potentiellement des sujets. Et donc pour ça, comment on détermine si un sujet environnemental ou social est important? Eh bien, il y a 3 critères à suivre. C'est est-ce que le sujet a un impact négatif ou un impact positif sur le monde? Ensuite, c'est est-ce qu'il y a un risque financier pour l'entreprise? Est-ce que le sujet peut engendrer un risque? Et la troisième chose, c'est est-ce que le sujet peut engendrer une opportunité? Et si à partir du moment où vous dites oui, il y a un risque, si je reprends dans ma chaîne de valeur juste au-dessus, oui, il y a un risque pour les communautés locales qui sont en lien avec les matières premières, donc je vais leur poser des questions au niveau de ce sujet-là. Et je ne vais pas poser des questions aux communautés locales sur la fin de vie du produit. Ce n'est pas du tout leur sujet. Par contre, je vais poser des questions sur la fin de vie des produits aux filières de recyclage. D'accord? Donc, vous devez quand même orienter vos questionnaires. Enfin, les PME doivent orienter leurs questionnaires. Donc, ensuite, c'est ce qu'elles font. Elles font les questionnaires. Tu peux passer là-dessus. Voilà. Et donc, ça, c'est nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est peut-être aider vos participations à identifier quels sont leurs sujets à eux. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre les différences de SRS et ensuite leur demander est-ce que, par exemple, selon toi, est-ce que ton entreprise ou sa chaîne de valeur a identifié un problème sur la pollution? Ou est-ce qu'il y a un problème sur des substances émises dangereuses? Donc, les entreprises elles-mêmes, parce qu'au début, ça paraît souvent, les PME, elles ne savent pas par où commencer. Donc, vous pouvez déjà les aider en disant, attends, il y a 10 sujets. Si déjà tu réponds à ces 5 questions par sujet, ça peut déjà t'aider, toi, pour savoir quel sujet tu vas devoir poser à tes parties prenantes. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers là, du terme ESRS, en fait, c'est des sous-thématiques environnementales et sociales, ou bien de gouvernance, qui sont incluses dans la CSRD.
Voilà, c'est les thématiques à traiter ou qui peuvent être traitées. Voilà. Donc là, c'est ce que Legrand a fait, hein. Et donc, Legrand, ils ont identifié des sujets de durabilité pour chaque partie prenante de leur chaîne de valeur. Donc, je vais pas, par exemple, pour la fin de vie du produit, il y a le sujet de pollution. Pour les matières premières, il y a le sujet d'utilisation des ressources dans une économie circulaire. Pour la production, il va y avoir des sujets sociaux liés aux collaborateurs. Voilà. Donc, ils déterminent tous les sujets possibles. Et ensuite, ils interrogent les parties prenantes. En l'occurrence, Legrand, ils ont envoyé un questionnaire à 5000 entreprises. Et fort de ce questionnaire, ils ont pu identifier des enjeux qu'ils considèrent comme cruciaux. Et par rapport à ça, eux, comment ils ont fait pour identifier les gros enjeux? Ils se sont dit, est-ce que c'est une attente forte de mes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur? Est-ce que la santé, c'est une attente forte pour vous? Et ensuite, c'est eux-mêmes, ils se sont dit, est-ce que nous, on a une influence forte sur le sujet? Donc, par exemple, pour la solidarité et la philanthropie, bah, eux, ils considèrent que Très bien. l'influence est faible et que les attentes sont aussi faibles. Par contre, l'expérience client, à contrario, l'influence est forte, évidemment, et l'attente des parties prenantes est également forte. Voilà, donc ça, c'est les questionnaires. Ils envoient des questionnaires et ils récoltent des réponses. Et ensuite, en fonction des réponses, ils vont devoir évaluer les sujets importants. Et à partir du moment où ils auront évalué les sujets importants, ils vont devoir faire des stratégies et publier des informations sur ces sujets. Mais ce n'est que quand on a identifié les sujets importants qu'on ne peut identifier et publier des choses importantes. Et là, encore, j'ai remis cette slide parce que ça va être sur les stratégies. Les stratégies, ça va être de dire, est-ce que dans ma stratégie, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon impact négatif ou augmenter mon impact positif de mon sujet important? Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon risque financier? Ou qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes opportunités? Et vous voyez que c'est exactement ce qu'a fait Legrand, c'est-à-dire qu'ils ont listé les sujets, un sujet important, donc c'était les conditions de travail concernant la santé, et ensuite ils les ont mappés en termes de est-ce que j'ai un impact positif ou négatif, est-ce que j'ai des risques et est-ce qu'il y a des opportunités. Et en fonction de ça, ils disent leurs risques et leurs opportunités. Et après, ils vont devoir faire des plans d'action. Je reviens juste sur la slide précédente. C'est le numéro 5, c'est publier leur plan d'action. Donc, ils ont identifié les thèmes importants et maintenant, ils vont devoir montrer comment ils améliorent leur plan. Et là, par exemple, sur les accidents de travail, ils disent qu'ils vont diminuer de 20% les taux de fréquence des accidents de travail. Donc, vous voyez que pour beaucoup d'entre vous, tout ça, c'est absolument pas nouveau. C'est-à-dire que quand vous accompagnez une entreprise, ben, vous aussi, vous allez identifier les enjeux ESG importants. Vous allez également regarder qu'est-ce qui peut être amélioré en termes de positivité ou négativité. Et puis, vous allez leur donner des plans d'action. Là, la CSRD, c'est exactement la même chose, sauf que c'est l'entreprise qui doit le faire. Et elle doit le faire, encore une fois, en suivant une méthodologie qui est très précise et qui est très contraignante quelque part. Donc là, on vous a mis deux autres exemples pour ceux qui veulent aller voir, qui sont bien faits. Il y a la société Hydro et la société Unibail. Vous tapez document d'enregistrement Hydro, vous prenez le dernier. Et là, vous allez trouver aussi des choses intéressantes sur des graphiques, les parties prenantes, le mapping de la chaîne de valeur, etc. Et donc, nous, ce que l'on pense, la conviction que l'on a, c'est que les sociétés aujourd'hui qui doivent reporter en 2026, elles doivent faire dès aujourd'hui une feuille de route sur 12 mois à 18 mois, où elles doivent reprendre finalement ces étapes, c'est-à-dire mapper la chaîne de valeur, trouver les parties prenantes de la chaîne de valeur, déterminer quels sont les points, les enjeux importants, etc. Et ensuite envoyer des questionnaires. Et tout ça, ça doit être dans une feuille de route qu'elles vont devoir suivre. Et je laisse Anne-Sophie. Comme il nous reste 5 minutes, j'avance un peu. Du coup, effectivement, donc feuille de route. Vous voyez, là, vous pouvez suivre très clairement 5 étapes. Première chose, déterminer les enjeux importants. C'est ce qu'on appelle dans le langage CSRD l'analyse de matérialité. Ensuite, la stratégie climat, parce que ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, donc il faut prendre le temps de le faire. Ensuite, la stratégie générale ESG, RSE de l'entreprise, peu importe, et des plans d'action sur des sujets importants qui ont été identifiés ici en phase 1. Et puis ensuite, collecter les informations dont les entreprises ont besoin pour étayer leur plan d'action, vérifier que les plans d'action ont des résultats. Et puis enfin, écrire le rapport.
Si on regarde en termes d'output, c'est-à-dire quel est le livrable de chaque étape, bah, au départ, vous identifiez les thématiques importantes, donc grâce à l'interrogation des parties prenantes. Ensuite, vous fixez des objectifs climatiques. De toute façon, c'est obligatoire, donc autant le faire. Vous fixez des objectifs sur d'autres sujets, que ce soit la pollution, si c'est un enjeu critique, ou des enjeux sociaux, si c'est critique. Vous collectez toutes les informations, les indicateurs, et puis ensuite, vous finalisez votre rapport. Un point vraiment important, juste sur la slide précédente, sur la collecte des informations. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, selon nous, à l'envers. C'est-à-dire qu'elles se demandent d'abord comment ou quels outils elles vont prendre pour collecter de l'information, sans même savoir les informations qu'elles doivent collecter. Et donc, ça, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il faut d'abord aller dans le bon sens, voir si effectivement c'est critique de collecter ces informations, parce que vous savez très bien que vous collectez plein d'informations. Ensuite, vous remontez vos informations à vos LPs, et il y a beaucoup d'LPs qui ne font rien de l'information. Et puis même, il y a beaucoup de sociétés de gestion, elles-mêmes ne font rien de l'information. Donc, collecter de l'information pour collecter de l'information, pour moi, ça sert vraiment à rien. Donc, à mon avis, il faut vraiment pousser vos sociétés à réfléchir si c'est stratégique de collecter cette information, quelle information il faut collecter. Et après, là, on peut vraiment se dire, bon, comment je mets, quel process je mets en place pour collecter de l'information, quel data provider, etc. Ouais, et du coup, autre point important là sur cette feuille de route, donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait sur 12 mois? C'est parce que déjà, on accompagne des entreprises sur le sujet, donc on voit que ça prend du temps. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, pour une entreprise qui reporte en mars 2026, le premier réflexe, c'est de se dire qu'on a largement le temps. Mais en fait, pas vraiment. Pourquoi? Parce que si vous reportez en mars 2026, vous reportez sur votre exercice 2025. Donc ça veut dire que c'est des données sur 2025. Sauf que il faut que vous sachiez avant de commencer 2025 de quelles données vous allez avoir besoin. Sinon, vous n'aurez pas l'information. Début 2025. Voilà, début 2025. C'est pour ça que, en fait, on vous disait tout à l'heure que même une ETI qui doit reporter en 2026, il ne faut pas attendre juin 25 pour commencer à rentrer dans la CSRD, parce que sinon, elle aura absolument pas les informations, c'est sûr. Enfin, elle part, on va dire, avec un handicap de départ. Maintenant, sur les différentes étapes, ce qu'on a fait, c'est que dans les différentes slides ici, on a repris en fait le détail. Donc, par exemple, feuille de route, le plus important, c'est déjà de constituer l'équipe et d'impliquer la direction dans le projet CSRD. Et puis de bien déterminer le périmètre. Voilà. Puis ensuite, vous enchaînez chaîne de valeur, identification des parties prenantes, etc. Stratégie climat, ça, je pense que vous savez tous à peu près de quoi on parle. Stratégie ESG. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, stratégie ESG? C'est parce que au-delà du climat, vous avez d'autres enjeux environnementaux qui peuvent être importants pour l'entreprise ou des enjeux sociaux. Et donc, il faut mettre tout ça dans une stratégie globale et l'articuler. Puis en même temps, il faut décrire tous les moyens finalement alloués à ces stratégies, etc. Et potentiellement faire des plans d'amélioration. Ensuite, l'étape 4 sur la structure du rapport. En fait, ce qui est plus malin, c'est pour tout rapport, il faut essayer de l'écrire, commencer à l'écrire le plus vite possible pour bien identifier toutes les informations qui sont manquantes. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là. Et puis ensuite, il faut préparer le système d'information, donc un petit peu en amont, comme je le disais, pour être sûr d'avoir les informations présentes quand on va faire le rapport final. Puis enfin, dernière étape, rédiger le rapport CSRD. Donc ensuite, on voulait aussi vous parler de nous, ce qu'on fait pour accompagner les PME et les ETI dans la mise en place de la CSRD, sans consultant, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises qui sont de taille intermédiaire, il est tout à fait possible de mener le projet CSRD sans avoir d'aide extérieure. Il y a des entreprises qui vont en avoir besoin pour X raisons, mais ce n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, on pense qu'avant de se tourner vers des ressources externes, il faut déjà bien savoir quel est l'enjeu pour l'entreprise, essayer de faire sa première feuille de route. Ouais, nous, on répond à certains appels d'offres parce qu'on accompagne les entreprises sur la CSRD, mais clairement, les entreprises écrivent des appels d'offres, elles n'ont aucune idée de ce qu'elles demandent. Voilà, de ce qu'elles demandent. Et donc, elles n'ont aucune idée de savoir si ça doit coûter 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros. Il y a vous regardez, vous devez probablement être au courant des prix, mais il y a des choses qui sont vraiment lunaires. Et donc, nous, notre recommandation, c'est de dire,
avant même de commencer à faire appel à un conseil, peut-être qu'il y en a qui ont besoin parce qu'ils n'ont pas forcément de staff ou parce qu'ils n'ont pas les connaissances, mais bon, bref, pour les raisons qu'elles veulent, je pense que c'est déjà super important que quelqu'un dans l'entreprise qui juste fasse une réflexion sur se dire qu'est-ce qu'on doit faire très clairement et est-ce qu'on peut réussir à le faire en interne. Et si on ne peut pas réussir à faire certaines briques en interne, ben, peut-être qu'on peut se faire accompagner. Ou alors on se fait accompagner surtout si on a envie de se faire accompagner surtout. Mais par contre, au moins être au courant de ce que vous faites. Et donc là, nous, ce qu'on a créé, c'est en fait tu peux peut-être montrer le site, c'est un accompagnement à destination des PME qui vont devoir mettre en place la CSRD, mais pour réaliser leur feuille de route. C'est-à-dire on leur explique dans ce tutoriel, dans ce programme, il y a 3 grands modules de vidéos, hein, des vidéos qu'on fait comme on fait habituellement. Et dans les 3 modules, en fait, on leur présente très clairement ce qu'elles doivent savoir et comment elles vont devoir, quel est le temps qu'elles vont peut-être devoir mettre et quelles sont les équipes qui vont être engagées. Donc, par exemple, après, vous pourrez aller voir, hein, parce que je pense que même pour vous, indépendamment de ce programme, ça peut vraiment vous aider sur comment vous pouvez aider vos participations ou en tout cas, qu'est-ce qu'elles doivent savoir faire. Donc, par exemple, là, la première session, vous saurez ce que c'est que la CSRD et serez en mesure d'impliquer vos équipes. Ça, c'est pour les dirigeants. Vous saurez quels sont les enjeux de la CSRD pour votre entreprise. Vous saurez si le rapport CSRD est un enjeu stratégique pour votre entreprise ou pas. Session 3, vous visualiserez à quoi ressemble le rapport CSRD, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le visualisent pas du tout. Session 4, vous saurez quelle équipe impliquée pour le rapport et vous saurez aussi les difficultés que d'autres entreprises rencontrent. Et donc, Et ainsi de suite. clairement, hein, ce qu'on propose, c'est un format formation-conseil. En gros, il y a 3 modules vidéo qui s'adressent à la fois à l'équipe de direction et à l'équipe projet CSRD dans l'entreprise pour faire le plan d'action CSRD. Donc, en gros, pour que les entreprises elles soient capables de faire leur feuille de route un peu comme on vous l'a montré, de manière réelle pour leur entreprise, en sachant qui est impliqué, à quelle date, etc., pourquoi faire. Et donc, l'accès à des experts, c'est Moonshot qui fait 2 rendez-vous avec l'entreprise. Donc, un premier avant de se lancer dans la rédaction de la feuille de route qui correspond au 3e module vidéo. Et puis à la fin, on va corriger et valider le plan d'action. Donc ça veut dire qu'à la fin de ce module, l'entreprise, elle a un plan d'action validé. Vous, ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous avez de la visibilité sur ce que l'entreprise va faire et vous pouvez même vous mettre, si vous avez envie, si vous êtes un fonds d'impact, un fonds 8, un fonds 9, vous pouvez même vous mettre des KPI sur oui, j'ai atteint le plan d'action CSRD. Et après, comme vous avez des objectifs en matière environnementale et sociale à mettre dans la CSRD, même pour un fonds 8 ou 9, ça peut être très sympa de lier les objectifs CSRD de l'entreprise avec différents KPI pour le fonds. Ouais. Ou alors même comment on appelle ça, des ratchets si vous faites de la dette. Enfin, vous pouvez avoir des nouvelles façons de fixer des objectifs mutualisés entre le fonds et l'entreprise. Ouais, je pense que c'est un très bon moyen. Il y avait une question d'ailleurs là-dessus, de faire le lien. Je ne sais pas si c'est la réponse à cette question-là, mais de faire le lien entre la SFDR et tout ce que vous demandez en termes d'extra-financiers et la CSRD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos participations, elles vont devoir récolter de l'information. Et comme on disait au départ, récolter de l'information pour récolter de l'information, ça ne sert à rien. Donc, si par exemple, elles n'ont pas d'enjeu particulièrement sur leurs clients, eh bien, autant que l'enjeu soit directement avec vous et que vous déterminiez ensemble, ou en tout cas que vous vous mettiez d'accord sur les KPI qui vous semblent importants à vous aussi, que la société vous remonte. Et d'ailleurs, si la société fait bien son travail, vous devriez être une partie prenante et vous devriez être interrogé sur les sujets que vos participations, enfin les sujets que vous considérez comme importants pour vos participations. Oui, tout à fait. Et donc là, ça peut être encore une bonne moyen de les aider, de les guider, parce que important, ça veut aussi dire évidemment création de valeur. Donc, si vous déterminez que c'est le sujet du climat et le sujet tel sujet social et sont vraiment importantes pour les 3 prochaines années ou les 4 prochaines années, eh bien c'est là-dessus qu'il faut que vos participations se concentrent dans leur rapport CSRD. Sauf si vous vous trompez d'enjeu, et dans ces cas-là, les autres parties prenantes vont dire il y a d'autres enjeux. Mais en tout cas, je pense que
Justement, votre checklist pour accompagner les participations. Si vous devez vous y prendre cet après-midi, qu'est-ce que vous devriez faire? Si nous, on était à votre place et comment nous, on conseille nos clients. 1, vous listez vos participations, soit cotées, soit non cotées, chiffre d'affaires, nombre de salariés, bilan. En fonction de ça, vous récoltez ces informations-là et vous déterminez tout de suite, très simplement, à la fin de la journée, quelles sont les sociétés qui sont soumises à la CSRD et quand. Voilà. Ensuite, là, il faut peut-être réfléchir un petit peu plus avec des analystes qui suivent vos sociétés, c'est-à-dire essayer de déterminer en chambre si effectivement c'est un enjeu fort, moyen ou faible pour la société. Et évidemment, toutes celles qui ont un enjeu fort, il faudra les prioriser par rapport à un enjeu moyen. Et enjeu fort, ça veut dire toutes celles qui mettent vraiment en avant la durabilité, celles pour lesquelles ou les industries dans lesquelles la durabilité, où il y a une grosse pression en termes de durabilité, peut-être le textile, etc. Ensuite, ce que vous pouvez faire, et ce que certains font d'ailleurs ici, c'est organiser un webinaire sur le sujet. C'est-à-dire que vous rassemblez vos participations, les 5, les 10, les 15 qui sont soumis à la CSRD en 2026, et vous leur présentez comme nous ce qu'on vient de vous faire, et vous essayez de les guider dans cette thématique. Peut-être créer des groupes entre elles parce qu'elles ont besoin de collaborer, et ça, c'est par clairement. secteur. Et nous, ce qu'on voit, c'est que les PME aujourd'hui, elles sont un peu perdues. Il n'y a pas un jour où elles ne reçoivent pas des demandes de consultants pour leur dire salut, je te fais ta CSRD, etc. Le sujet, c'est qu'elles ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, vous pouvez vraiment les aider là-dessus. Vous pouvez aussi les aider à déterminer les sujets importants en listant les 10 thématiques de la CSRD et puis en essayant de leur dire toi, c'est peut-être plus pollution, toi, tu es peut-être plus économie circulaire, toi, tu es peut-être plus chaîne de valeur, etc. On va dire les droits humains dans la chaîne de valeur. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui accompagnent plus leur participation, c'est vraiment de leur demander de faire une feuille de route et que vous receviez cette feuille de route et que vous puissiez dire à vos investisseurs, bon ben voilà, on accompagne nos sociétés, nos participations dans leur feuille de route ESG quelque part, parce que c'est vraiment ça. Si vous dites que vous faites de l'ESG, il n'y a rien de mieux, c'est une super opportunité à saisir que de dire, bah oui, on les accompagne sur leur sujet ESG à travers la CSRD. Et ensuite, vous leur regardez leur feuille de route, vous regardez un petit peu ce qu'on a mis dans notre programme, et ça peut vous guider sur qu'est-ce que ça doit contenir une feuille de route. Pour ceux qui ont encore quelques minutes, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Merci Mario pour ta question et tous ceux qui ont posé des questions en ligne. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.